pense. Où ça? Voilà, ben on va pouvoir commencer si vous voulez bien. Donc vous pouvez vous installer dans votre posture. Donc, vous installant par vous-même dans votre posture, ici et maintenant. Attentif aux sensations de contact des pieds avec le sol. Sensation de contact du fessier avec le support. Les mains. En sentant la colonne vertébrale qui se redresse naturellement droite, comme la tige d'une plante ou d'une fleur, avec sa courbure naturelle qui la redresse vers le ciel. Sentant cette tension vers le ciel. Le cou, la tête dans le prolongement, comme s'ils étaient attachés par un fil invisible au ciel. Et lorsque vous êtes assez recentré dans votre corps, vous pouvez décontracter tous les muscles inutilement contractés, que ce soit au niveau de la mâchoire, au niveau des épaules. Et pour cette première méditation focalisée, je vais vous inviter à focaliser sur chacun de nos sens successivement, de façon à revenir à l'expérience des sens en dessous du mental. Vous pouvez revenir tout d'abord juste avant les 5 sens, toujours à notre souffle. Se sentir inspiré dans l'inspiration, expirer dans l'expiration. Juste en retrouvant le contact avec ce souffle, sans l'analyser mentalement, sans le décomposer, le laissant se déployer naturellement. Trouver son rythme spontanément. S'apaiser de lui-même automatiquement, inconsciemment, dès qu'on ne cherche pas à le contrôler. Et toujours curieuse de cette expérience sensorielle en dessous du mental à chaque instant, je vais vous inviter maintenant à vous recentrer sur l'un de vos 5 sens. Ça peut être les sensations tactiles, ou ça peut être les sensations gustatives dans la bouche. On va commencer par ces deux premiers. Donc vous prenez l'un des deux, sensation tactile de contact, de toucher, ou sensation gustative dans la bouche. Vous explorez à chaque instant comment ça change perpétuellement. Ressentez les saveurs gustatives, les contacts doux ou durs, sans rien rajouter dessus.
Puis après avoir exploré ce premier sens, vous pouvez maintenant explorer l'expérience que vous avez à chaque instant avec le second sens. Donc, si vous étiez sur les sensations gustatives, vous pouvez venir maintenant sur les sensations de contact. Et si vous étiez sur les sensations de contact, vous pouvez venir explorer les sensations dans la bouche. Juste attentive à revenir à l'expérience brute, première, immédiate, sans jugement de valeur, sans rien surimposer dessus. Et lorsque vous êtes prête, que vous le souhaitez, vous pouvez maintenant être attentif juste au son que vous entendez. Le troisième sens auditif. Alors, ça peut être des sons chez vous, dans la pièce où vous êtes, des sons à l'extérieur de chez vous, dans l'habitation où vous êtes, ou dans la nature, ou la ville autour de vous. Ça peut être des sons qui vous arrivent par Zoom aussi. Ça peut être le son de ma voix au premier plan et en se rendant présent également au son de second niveau en dessous de ma voix. Les sons de troisième niveau, ce sont les sons internes à notre propre corps. Et en se rendant présent à chacun de ces sons, au silence entre les sons, comme si vous étiez dans une salle de concert, en train d'écouter cette musique du monde, de la vie qui se fait, se défait à chaque instant. Et en revenant là encore à l'expérience brute, très réflexive des sons, de l'audition, en écartant doucement avec gentillesse toutes les étiquettes mentales qu'on est toujours habitué à rajouter sur le son. C'est le son de quelqu'un qui parle, de la pluie, du voisin. Ça, c'est des étiquettes mentales. Juste revenir au son comme son. Aigu, grave, long, court, sa courbe mélodique, comment il se déploie, se transforme, disparaît, remplacé par un autre son. Prenons conscience que nous sommes immergés à chaque instant dans un océan de sons. Et isolant chacun d'entre eux, instant par instant.
Puis lorsque vous êtes prête, que vous le souhaitez, vous pouvez laisser cette attention au son passer en arrière-plan également pour explorer les sensations liées à l'olfaction, toutes les odeurs autour de vous. Alors, très souvent, c'est un petit peu plus difficile parce qu'on est habitué aux odeurs familières sur nous, autour de nous. Juste essayer de ressentir la texture, la qualité de l'odeur, ici, maintenant, que mon nez ressent, sans l'interpréter. Et puis en notant peut-être s'il y a des petites nuances. En général, c'est toujours la même tonalité olfactive. Peut-être qu'il y a des nuances subtiles, juste en descendant à ce niveau plus subtil de l'odeur. Et s'il n'y a pas d'odeur, que c'est une odeur blanche, sans contenu, juste explorer cette absence d'odeur. Et l'odeur de cette non-odeur. Puis lorsque vous êtes prête, que vous le souhaitez, vous pouvez laisser cette attention aux odeurs passer en arrière-plan. Portez maintenant toute votre attention au cinquième sens, le sens visuel. Regardez ce qui se passe quand on garde les yeux fermés et que notre vue n'est pas immédiatement occupée par toutes les images auxquelles on est habitué, toutes les stimuli visuels externes. Juste explorer ce paysage mental, ces images mentales qui défilent sous nos yeux. Ils ne sont d'ailleurs pas du mental, plutôt explorer les sensations colorielles, les formes, couleurs, juste quand on a les yeux mi-clos ou fermés. Explorer la tonalité colorielle, elle est plutôt grise, mauve, marron, sépia, je ne sais pas. Les reliefs, les volumes, des taches de couleur, de lumière ou autre, ou une couleur uniforme. Comment à chaque clignement de paupière, il y a peut-être une petite évolution dans ce champ visuel, les yeux fermés. Et après avoir exploré ainsi chacun des cinq sens qui nous relient au reste du monde à chaque instant, je vais vous inviter pour les 5 dernières minutes de cette méditation focalisée à juste laisser venir maintenant
les informations qui viennent par l'un de ces cinq sens, comme dans une méditation sans objet, sans choisir à l'avance que vous allez vous fixer sur la vue, le son, l'odeur ou autre. Juste voir quel est ce jeu de nos cinq sens à chaque instant. C'est soudain une odeur qui arrive, ou plutôt une sensation tactile un petit peu douloureuse, ou une impression visuelle, ou gustative ou autre, qui prend le dessus et puis qui va se déployer, se transformer, changer, disparaître, remplacé par une autre sensation. Donc juste rester en attention large, ouverte, comme dans la méditation sans objet, pour explorer comment nos cinq sens jouent à chaque instant. L'un prend la place de l'autre, se met en avant, etc. Tout ce qui se passe à ce niveau non mental, à chaque instant dans nos sens. Et quand je m'aperçois que je suis reparti dans mon mental, que je commence à me raconter des histoires, à faire l'histoire narrative de ce que je suis en train de vivre, à interpréter, à mettre des mots sur les choses, c'est tout à fait naturel. Je peux simplement constater cette force, cette prégnance du mental, m'habituer à tout de suite ressaisir le contenu de chacun de nos sens pour les mouliner à sa manière, les synthétiser, et juste me féliciter de m'en apercevoir avec ce petit éclair de la pleine conscience et revenir à l'un de mes sens, puis réexplorer l'ensemble des cinq sens dans l'ordre où ils jouent, me transmettre des informations de l'extérieur à chacun. Et à nouveau recommencer dès que je repars dans le mental, revenir à mes cinq sens. Simplement attentive à ce jeu de la vie en dessous du côté réflexif, mental, ce jeu sensoriel, polymorphe, toujours changeant, qui me relie au monde à chaque instant. Et revenir à cette mouvance de la vie sensorielle, olfactive, visuelle, auditive, sa richesse, à chaque instant. Quand vous allez entendre les trois coups de cymbale, vous allez continuer l'exercice en vous rendant vraiment présent au son comme son. Ne pas entendre le son en vous disant c'est le son d'une cymbale tibétaine,
Et juste laisser le son vibrer en vous. Attentif au son comme son et plus profondément à sa vibration dans votre corps. Alors, vous allez pouvoir rouvrir doucement les yeux, bouger les membres et intégrer toutes ces autres impressions visuelles quand on ouvre les yeux. Et puis, on va se mettre en posture de la montagne. De la montagne. La posture de la montagne, toujours les pieds écartés de la largeur du bassin, les genoux déverrouillés. Sentir l'inspiration, le corps qui se relève légèrement, le haut du crâne vers le ciel, et l'expiration, laisser le poids du corps s'enfoncer dans la terre, céder à la pesanteur. Juste se reposer dans le sol. L'inspiration, sentir cette petite flamme qui s'éveille, monte vers le ciel. Expiration, l'ancrage dans la terre. Par le sol, l'abandon à la pesanteur. Laissant le corps se déposer, s'ancrer. Et vous pouvez lentement, lorsque vous le souhaitez, du coup, sur une courte inspiration, amener un pied vers l'avant, d'un quart de pied, d'un demi-pied, d'un pied. Et sur une longue expiration, sentir tout le poids du corps qui s'ancre dans le gros orteil, le poids du corps qui passe talon, voûte plantaire, gros orteil. Courte inspiration, le pied arrière vient vers l'avant. Longue expiration pour se déposer dans la terre, s'abandonner à la pesanteur. Courte inspiration. Longue expiration, le poids du corps dans le gros orteil, et ainsi. C'est une marche très lente. Et là encore, on ne la mentalise pas. On est juste à marcher. Sentir ce balancement des jambes. La tête bien droite. Et vous revenez lentement vers votre place, de votre support de méditation. Alors, on va pouvoir faire la deuxième méditation qui sera plus avec des silences et puis l'ajout d'un texte comme tous les dimanches.
Je vais vous laisser vous recentrer par vous-même dans votre posture, vous installer dans la posture. Sentir votre corps se poser. S'installer dans l'immobilité, la pesanteur. En décontractant toutes les tensions inutiles. Et lorsque vous vous êtes moulé dans la posture, que vous avez laissé la posture prendre votre forme, vous abandonnant à elle, vous pouvez revenir à votre souffle, sentir ce va-et-vient de la respiration à chaque instant dans notre corps, le souffle que nous recevons de l'extérieur à chaque inspiration qu'on laisse pénétrer dans le corps pour le réoxygéner, et ce souffle qu'on rend à l'expiration, comme un don, une prise, où on prend généreusement cet oxygène qui nous est offert et qu'on rend à l'expiration, qu'on laisse repartir. Et lorsque l'attention au souffle se fait plus subtile, plus ténue petit à petit, vous pouvez revenir à cette présence sensorielle, cette présence pré-réflexive à vos 5 sens. C'est une méditation sans objet qu'on a commencé tout à l'heure. Juste attentive à ce que chacun des sens nous envoie de manière aléatoire, à un moment ou à un autre, comme information. Juste assister, vivre ce jeu sensoriel de la vie par nos 5 sens. Et puis petit à petit, vous pouvez peut-être vous intéresser moins à ces phénomènes qui apparaissent à la surface de votre conscience, tous ces phénomènes sensoriels, qu'au vaste espace de présence sous-jacent qui vous permet d'accueillir ces phénomènes. Donc on peut laisser nos 5 sens s'éteindre, porter moins d'attention aux 5 sens, ou plus exactement retourner les 5 sens sur eux-mêmes, pour venir les ramener vers l'intérieur, juste vers cette présence sous-jacente qui nous permet d'être ouverts à toutes ces expériences sensorielles. Juste sentir ce vaste espace de la méditation, ce vaste contenant de la conscience, de la présence, qui peut tout accueillir, les 5 sens, les émotions, les sensations physiques et même des pensées, juste en les laissant passer. Juste sentir cette présence nue en dessous des sens non sensoriels,
permet d'être présent à chacun des sens. Toujours en dessous du mental. Cette méditation sensorielle à laquelle je vous ai invité se poursuit après en retournant les 5 sens vers la présence nue en dessous. C'est pour vous introduire au texte de Osho. Donc, Osho, c'est un sage un peu sulfureux, je vous en dirai plus par la suite, qui a par contre de très très bonnes réflexions sur la méditation, pratique de méditation. Et voici ce qu'il vous dit pendant que vous continuez votre méditation. Vous êtes né en tant que non mental. L'existence précède la pensée. Et oui, quand je nais. L'existence n'est pas un état du mental. Être, ne pas penser, c'est la façon de connaître ce qui est fondamental. Laissez cela pénétrer dans votre cœur aussi profondément que possible, car à travers cela, une porte s'ouvre. Si vous êtes né en tant que non mental, alors le mental, votre mental n'est qu'un produit social, construit, qui vous a été surimposé. Tout au fond de vous, vous êtes encore libre. Laissez juste résonner cette vibration peut-être d'une non mentale. Et Osho vous explique par la suite comment développer cette autre voie, qui est bien entendu celle de la méditation. Il continue donc dans trois endroits de son écrit en disant « Vous devez entrer par une autre porte que celle de la science, à savoir celle de la méditation. Car il existe une autre sorte de connaissance que la science. Elle vous entraîne dans l'inconnu, dans l'inexploré, dans une sorte de dissolution où l'observateur et l'observé deviennent un. Cet autre type de connaissance ressemble plus à de l'amour qu'à un savoir. Rencontrer la réalité de cette façon originale, radicale, sans aucun médiateur, comme si vous étiez la première personne à exister, cela est libérateur. Car la nouveauté vient à chaque instant de l'existence. L'existence ne cesse de se déverser sur vous. Juste laissez l'existence se déverser sur vous, en vous. Laissez-vous être. Quelle que soit la forme que prend cette existence, agréable, désagréable ou non. Se laisser être.
Et quand vous vous laissez pleinement être ainsi, vous avez peut-être un état de connaissance qui n'a rien à voir avec le savoir scientifique, une connaissance du cœur, toujours pleine d'ignorance. C'est ce que dit Osho pour la fin du texte que je voulais raisonner en vous. Être dans un état de non-savoir, c'est l'intelligence, c'est la conscience, le cœur, et rien ne s'accumule. À chaque instant, ce qui arrive disparaît, ne laisse pas de traces. On en ressort pur, à nouveau innocent, comme un enfant. N'essayez pas de comprendre la vie ou l'amour, vivez-les. Alors vous saurez. Et cette connaissance viendra de votre expérience. Alors, vous pouvez bouger doucement les membres et puis je vais vous en dire un petit peu plus sur ce personnage dont je vous ai lu quelques extraits, qui est Osho. Donc, Osho, il est né en 1931, mort en 1990. Il naît en Inde d'une famille jain, du jainisme, on verra dans la philosophie indienne, c'est le jainisme, et il a le nom de Rajneesh. Il est plus connu souvent sous le nom de Rajneesh. Il reçoit une éducation très libre, il devient professeur de philosophie, il donne des conférences, fonde à 30 ans un ashram où il accueille des Indiens, quel que soit leur sexe ou leur âge. Et petit à petit, il se fait connaître par les Occidentaux qui sont de plus en plus nombreux à venir le voir, parce que dans son enseignement, il cite beaucoup le tantrisme, Nietzsche, Wilhelm Reich, la révolution sexuelle à l'époque, bien entendu. Et donc, il va se mettre dans toute cette mouvance en prônant la libération, la réhabilitation du corps sous toutes ses formes, plutôt que de le refouler, etc. Ce qui va en faire un personnage très sulfureux, très, très, très porté sur des débordements et tout. Il part à 50 ans aux États-Unis, il va fonder une communauté où viennent plein de grands chantres du développement personnel. Et il va être accusé d'être un gourou sectaire, ce qui était certainement vrai. Il profitait à la fois financièrement, sexuellement, puisque les femmes, s'il leur donnait la grâce de coucher avec elles, c'était pour libérer leur chakra et leur énergie, bien entendu. Et donc, il va être poursuivi à ce niveau-là. Finalement, comme d'habitude aux États-Unis, il ne sera pas condamné directement pour ses faits, mais tout bêtement parce qu'il est arrêté par le FBI avec une grosse somme d'argent sur lui quand il reprenait son avion, plusieurs millions. Donc, il quitte les États-Unis et il va fonder un nouvel ashram. Et vu tout son passé, ben, il décide de devenir Osho. Il ne se fait plus appeler Rajneesh. Et si vous voyez des livres d'Osho, en fait, c'est le même personnage que Rajneesh. Voilà. Et il va finir avec, alors dans le côté un peu paradoxal, ça a toujours été un personnage paradoxal. Son grand rêve, c'était d'avoir à un moment donné autant de Rolls-Royce que de jours de l'année. Et donc, quand il est mort, je crois qu'il en était à 23 Rolls-Royce ou quelque chose comme ça. Et donc, il avait sa petite maison
Et puis pour aller dans le grand centre où tout le monde méditait, il y avait à peu près 300 mètres. Et chaque jour, une Rolls-Royce différente. Donc, bien entendu, quand des gens lui disaient, mais enfin, vous êtes totalement artificiel à être attaché comme ça à des Rolls-Royce, il disait, c'est juste pour vous montrer l'absurdité des biens matériels. Voilà, donc on ne sait jamais avec lui s'il est vraiment. Je pense que c'était un mélange des deux qui s'est fait prendre à Mm. son personnage aussi. Voilà. Mm. Bon, c'est juste mon point de vue personnel. Par contre, ses écrits sont extrêmement intéressants. Et ce qui fait, il a inventé une forme de méditation que les communautés de Osho continuent à fonctionner, c'est des méditations actives. Donc, c'est des méditations en dansant, des méditations en chantant, etc. Quand on lui a demandé pourquoi il inventait ça, il disait parce que les Occidentaux sont incapables de rester assis, immobiles. Donc il avait quand même un franc-parler qui me le rend bien. Sinon, il prône vraiment la célébration de la vie. Donc il va s'opposer à tout ce qui est renoncement ascétique au monde. Il crée d'ailleurs un nouveau héros qu'il appelle Zorba le Bouddha. Vous savez, il y a Zorba le grec, il y a Bouddha. Donc il en fait une synthèse, Zorba le Bouddha. Il est persuadé que chacun peut s'éveiller dans sa totalité, refusionner avec cette vaste vie du cosmos, à partir du moment où on quitte sa forteresse mentale et qu'on se réouvre au cœur. C'est pour ça que tout ce texte était sur prendre conscience que avant d'apprendre le langage, l'existence, elle est en dehors du mental. La vie sensorielle, elle est en dehors du mental. Et quelle est là la liberté? Elle consiste à retrouver pour lui toute cette vie riche, sensorielle, pré-réflexive. C'est pour ça que je vous ai fait la première méditation comme ça. Et puis donc, il va faire un genre de philosophie syncrétiste où il mélange l'hindouisme, le tantrisme, les soufis, le bouddhisme, etc., pour essayer d'atteindre cette réalité première. Voilà un petit peu sur lui. Des commentaires, des partages, que ce soit sur la méditation ou sur autre chose. Ou Rajneesh, c'est le même. Oui, Claire. Oui, ben moi, je suis très contente parce qu'aujourd'hui, le texte correspondait exactement à l'état que j'avais pendant toute la méditation, en fait. Euh, ah oui, oui, j'ai retrouvé, parce que chaque méditation est unique, hein, est Oui, différente, voilà. Mais tout à là, fait. j'étais exactement dans l'état décrit, là, dans le texte. Alors ça, c'est bien la première fois qu'il y a une coïncidence.